Chapitre 11. Des poissons et des mouches. Mon second souci concernait l'alimentation des truites. À cette époque, aussitôt que les élevages avaient dépassé le stade artisanal, la recherche d'un aliment abondant, efficace, disponible et économique pour ce qu'on appelle maintenant le meilleur rapport qualité-prix. C'était le tourment quotidien des éleveurs. On nourrissait les truites avec de la viande ou du poisson de mer. La proximité des ports de pêche avait été un élément majeur de la décision d'implanter cette affaire en Bretagne. Or, la quantité nécessaire de poissons de mer frais, à chair maigre et blanche, tels que par exemple le taco, le merluchon, le merlan, etc., à fournir quotidiennement à l'élevage, était de l'ordre de plusieurs centaines de kilos, et c'était difficile à trouver. L'étude de l'approvisionnement avait été beaucoup trop sommaire. Là aussi, j'avais manqué d'expérience. Pour moi, avant de me lancer dans l'aventure, un port de pêche ou un autre port de pêche, n'importe où en Bretagne, c'était pareil. Or, je me trompais. Les poissons provenant de la côte sud et ceux pêchés sur la côte nord étaient très différents. Et malheureusement, c'étaient les espèces de l'Atlantique et non celles de la Manche qui convenaient aux truites. Quand j'avais commencé à prospecter les mareyeurs sédentaires de la région proche, j'étais tombé de haut. « Mon pauvre monsieur, ici on pêche que les crustacés. » Ou encore, « Notre spécialité c'est la raie et le congre, ou encore la julienne. » Les prix étaient hors de portée. Et de toute façon, ces poissons partaient à l'exportation. Il existait bien des mareyeurs ambulants qui fournissaient les marchés régionaux, mais en poissons de luxe, sols, turbots, rougets, d'une qualité et à des prix qui les rendaient inabordables pour nourrir les truites. J'avais déjà rencontré des difficultés semblables pour l'alimentation des truitelles, et fini par découvrir la solution des foies de bœuf déclassés. Mais il s'agissait cette fois de quantités importantes, et l'approvisionnement en poissons aliments fut très difficile au début. L'alimentation industrielle des truites, résolue maintenant sous forme de granulés par la plupart des grandes marques d'aliments du bétail, n'en était encore qu'au stade expérimental aux USA. Il faudra plusieurs années avant que des vétérinaires diététiciens se spécialisent dans l'élevage des truites et mettent au point une alimentation adaptée. En attendant, c'était encore le règne de l'empirisme et des recettes individuelles, souvent folkloriques, avec les risques que l'on faisait prendre à l'élevage. Je ne tarderai pas à m'en apercevoir. Je m'étais beaucoup investi dans l'espoir de trouver un approvisionnement régulier et n'avais rien découvert de mieux que de faire venir des caisses de tacos de petite taille, transportées par chemin de fer et à partir de quelques ports du sud, tels que l'Orient ou la Turballe. Ces ports avaient souvent des lots de poissons invendus, quand l'offre dépassait la demande, et ce sont ces poissons qui m'étaient régulièrement expédiés et fournis à des conditions parfois attractives quand les arrivages étaient importants, principalement à la belle saison. Dans d'autres ports du sud de la Bretagne, il y avait parfois des coups à faire,
selon l'expression et l'information reçue d'un confrère. À propos, j'avais des confrères déjà. Tous les 2 mois environ, il se créait une nouvelle pisciculture dans l'Ouest. Et cette concurrence augmentait les difficultés d'approvisionnement en poissons aliments. Je ne suis pas joueur et je ne gagne jamais au jeu de hasard. Mais était-ce jouer que de me laisser faire s'il se présentait une occasion? Il me semblait que c'était presque un devoir. Je me souviens donc d'une épopée sur ce modèle. Nous étions en août, tôt le matin, il faisait déjà chaud. L'appel téléphonique d'un marailleur ambulant m'apporte une information. Chez un grossiste en marais de Concarneau, il vient de voir un lot de poissons invendus. Il me cite des chiffres et parle d'occasion. Je prends contact et commence à négocier au téléphone un marché pour 400 kilos, je crois, puis pour davantage, afin de bénéficier d'un meilleur prix. Je passe finalement commande d'une tonne de poisson pisciculture. C'est le nom qu'on donne ou qu'on donnait à ce genre de marchandises qui convenait aux truites. Le correspondant me dit « Il y a beaucoup de merluchons blessés, vous ne serez pas déçus. » Je réfléchissais. Ce sont des petits merlus abîmés par les mailles du chalut. C'est un poisson qui se conserve bien. Le prix est une aubaine. La marchandise est disponible. Mais nous sommes un vendredi. La criée est fermée le samedi. Il faut prendre livraison aujourd'hui même. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de solution en vue pour le transport. D'autre part, je suis un peu à court d'aliments pour les truites. Il va falloir y aller moi-même. Heureusement, je n'ai rien d'urgent à faire. Ça tombe assez bien, allez, j'y vais. Je me décide. Je saute dans la camionnette. Je passe au garage. Fais vérifier les niveaux. Gonfler les pneus. Embarque 2 roues de secours. Fais le plein de carburant, etc. Plusieurs points. Je pars, sans même prendre le temps de déjeuner, car il y avait une longue route à faire, et il fallait être revenu, si possible, avant la nuit. Après 2 heures de voiture sous le soleil, j'arrive à Concarneau, descends au port, rencontre le grossiste et demande à voir le poisson proposé qui se trouve logé à l'ombre, à l'extérieur, dans des caisses de marée en bois, sous glace. Je constate qu'il y a assez peu de merluchons. Ceux qui existent ont été disposés sur le dessus des caisses. En dessous, il y a un ensemble hétéroclite de poissons divers qu'on appelle fond de chalut. Il y a tout. Des tacos, des godes, des sépoles, qui sont des poissons qui ressemblent à une lanière de fouet peinte en rose. Des petits poissons plats, des vives, des grondins gris ou roses, etc. Comme j'ai besoin de ce poisson, et que je n'ai pas envie de revenir à vide, je ne fais pas trop le difficile et j'accepte la marchandise. Puis, nous parlons paiement, et je propose un règlement fractionné. Le grossiste devient presque grossier. Vous voulez rire? À ce compte-là, j'aime mieux garder mon poisson et le donner à l'usine. L'usine, c'est une fabrique de farine de poisson qui traite de gros tonnages d'invendus en les payant très bon marché.
Nous prolongeons la discussion. Il accepte finalement de vendre, mais ne laissera partir son poisson que si je le règle en espèces. Je n'en ai pas. Alors allez à la banque. Je vais à la banque, mais elle est fermée. Pendant ce temps-là, la glace des caisses commence à fondre. Le grossiste finit par accepter un chèque qu'il appelle de garantie. Je l'assure que je confierai la somme convenue en liquide à notre ami commun, le marailleur ambulant. Je promets tout, je signe tout et remets le chèque. Il le détruira aussitôt reçu l'argent. Tout est arrangé et on charge. Je vois encore la mine perplexe des manutentionnaires présents, habitués au camion des professionnels, et comparant l'exiguïté du plateau de ma camionnette et l'empilage des caisses de poissons qu'il fallait y charger. Ce n'était pas de bon augure pour la suite des opérations. Je fais 50 kilomètres au ralenti. La camionnette n'avançait pas. De toute évidence, j'étais en surcharge. En outre, quand on vient de la mer et qu'on se dirige vers l'intérieur des terres, il faut s'attendre à trouver des côtes. J'avais l'impression de ne rencontrer que des faux plats et des côtes. Mais qu'y faire? Je n'allais pas changer la topographie du lieu. Je passe un village, entame une montée, et le pneu arrière droit éclate. Oh, c'est bien ma chance. Éclater dans une côte. Il n'est déjà pas facile de changer la roue d'un véhicule sur le plat, mais dans une pente, cela relève de l'exploit. Particulièrement en ce qui concerne le choix de l'emplacement du cric, qui doit impérativement être de niveau. Je n'y parviens pas. Heureusement pour moi, j'ai aperçu un garage dans l'agglomération que j'ai traversée avant la montée. Je pars pour y emprunter un cric de camion. Le cric étant lourd, le garagiste se déplace et m'accompagne. Il m'aide à changer la roue, puis reprend ses outils, je le paye, et le voyage continue. Je roule encore une soixantaine de kilomètres, et sur une belle route plate, un autre pneu éclate. Ah, cette fois, c'est le tour de la roue arrière gauche. Fort de mon expérience récente, je réussis seul à installer le cric et à changer la roue. Mais ça me prend beaucoup de temps. En plus, il fait une chaleur lourde. J'étouffe. La glace des caisses fond très vite maintenant, et de l'eau saumâtre coule sur la roue que je suis en train de remonter, et aussi sur moi. Mes mains sont maculées de cambouis et sentent la marée. C'est très désagréable. Quelques grosses mouches noires, attirées par l'odeur du poisson, bourdonnent autour de la bâche et se posent sur les caisses. Il est déjà 6 heures du soir, on entend au loin quelques roulements de tonnerre, il fait de plus en plus lourd, il n'y a pas un souffle d'air. Le remontage terminé, je repars, assez satisfait d'avoir réussi à changer la roue et fait des vœux pour ne pas avoir à subir une 3e crevaison, car je n'ai plus de roue de rechange. Mes vœux ne sont pas exaucés, malheureusement, car le pneu de la roue que je viens de remonter éclate à son tour en faisant le bruit d'un coup de pistolet qui me fait penser au coup de grâce du condamné. J'apprendrai au retour
en faisant contrôler les pneus éclatés, que ces 2 pneus de rechange qui m'avaient été fournis comme pneus de secours quand j'avais acheté la camionnette du maraîcher avaient été retaillés, c'est-à-dire que sur ces pneumatiques usés et lisses, des professionnels malhonnêtes avaient creusé à la machine, dans la très faible épaisseur de gomme existant encore sur la carcasse du pneu, des dessins destinés à imiter le neuf, ce qui les rendait encore moins fiables que les pneus lisses et pouvait tromper un œil peu exercé. Comme le mien. J'avais donc utilisé ces pneus pour un service qu'ils n'étaient pas à même de remplir. La pratique était, me dit-on, peu fréquente, mais à cette époque d'après-guerre, où la pénurie de caoutchouc n'était pas complètement résorbée, elle existait encore. Le condamné au coup de grâce, c'était donc moi. Je descends de voiture, cette fois complètement désemparé. Je me trouve près d'un hameau. Il n'y a pas de garage en vue. L'orage menace de plus en plus. Le ciel est noir. Quelques gouttes tombent. Les mouches semblent se multiplier à vue d'œil. Je laisse la camionnette au bord de la route et me rends à pied aux premières maisons. Par bonheur, il y a le téléphone chez un habitant. Il m'autorise à m'en servir. Une seule solution m'apparaît. J'appelle Aurore et lui raconte mon aventure. Je l'entends rire au bout du fil, puis elle devient sérieuse à mesure que je lui explique la situation en détail. Elle est la seule personne qui puisse m'aider en cette circonstance. Elle le réalise et me propose de rechercher un pneu neuf de type convenant à cette voiture et de me tenir au courant. Je reviens au véhicule. Des gamins l'entourent, et en m'apercevant, ils s'égaillent de tous côtés comme des moineaux. Certains ont dû monter dans la cabine, car une porte est ouverte. 2 d'entre eux s'esclaffent et se pincent le nez en montrant du doigt les caisses de poissons autour desquelles tournent des essaims de mouches vertes. Et déjà sur les poissons du dessus des caisses, on voit les grappes jaunes de leurs œufs. Il est impossible de les éviter. Je retourne près du téléphone. Je reste 2 heures à portée de sonnerie. Il sonne. C'est pour moi. Aurore a été efficace. Elle a trouvé un pneu neuf, une jante et une chambre à air neuve. Elle a fait monter le tout et me l'apporte en voiture. Elle sera là dans 2 heures tout au plus. Le soir arrive. L'orage menace toujours et ne se décide pas à éclater. J'ai différents outils dans ma cabine, et cela m'ennuierait qu'ils soient volés. Aussi je retourne près de la camionnette et je monte la garde. J'attends stoïque l'arrivée de la roue de secours. Heureusement, j'ai des cigarettes, et elles font un peu disparaître la faim et éloignent les mouches. Des gamins viennent me prévenir qu'on m'appelle au téléphone. J'y cours. C'est Aurore qui a un empêchement imprévu et ne peut être sur place que le lendemain matin. Oh, je suis effondré, car le poisson s'abîme et la perspective d'une nuit sur le bord de la route, en compagnie d'une tonne de poissons malodorants et d'un escadron de mouches, ne me sourit pas vraiment. À la réflexion, je me rappelle que les mouches ne volent pas la nuit. Je suppose qu'elles dorment. Je voudrais bien en faire autant. Je commence à avoir faim. Mais il n'y a ni épicerie, ni boulangerie à proximité. Et essayer d'échanger du poisson, maintenant tout juste bon pour les chats, et encore, contre du pain, me paraît voué à l'échec. Je n'ose pas tenter l'expérience.
Je profite des dernières lueurs du jour, avant le crépuscule, pour inspecter les ressorts de la camionnette. Oh, horreur! Ces ressorts, qui étaient normalement concaves, sont maintenant absolument plats. Je commence à me rendre compte de l'importance de la charge que j'ai imposée à ce véhicule. Comment me sortir de là? Il est certain que je ne pourrais pas me débarrasser subrepticement de quelques caisses de poissons sur le bord de la route pour soulager les ressorts et réduire les risques de crevaison. Enfin, j'espère que la roue neuve que j'attends pour le lendemain ne me réservera aucune surprise désagréable. La nuit arrive, et je me cale dans la cabine pliée en zigzag pour essayer de dormir. À peine suis-je assoupi que l'orage éclate et me réveille. La pluie tombe à seaux sur le toit de la cabine. Celui-ci est vieux et suinte. L'eau commence bientôt à couler, goutte à goutte, en plusieurs endroits. Je recherche les coins les plus secs à l'aide d'une lampe de poche, avec plus ou moins de bonheur, puis l'orage s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé. Je suis mouillé et mort de fatigue. Je m'endors. Une voix me réveille. 2 gendarmes en patrouille s'intéressent à ma présence et à mon chargement repérable à distance par l'odeur. Le contrôle du véhicule et des documents se passe bien. J'apprends que je suis vraisemblablement en surcharge. Les gendarmes pensent au double du poids autorisé en charge. Ces expressions sibyllines, poids total autorisé en charge, charge utile, etc., n'éveillent en moi que des notions vagues et des réflexes d'agacement. Tant qu'il y a de la place sur le plateau d'un camion, on peut, à mon idée, continuer à charger. C'est fait pour cela, n'est-ce pas? Là aussi, j'avais encore beaucoup à apprendre. Après pas mal de temps, les gendarmes se décident à ne pas me verbaliser et se contentent de me suggérer de ne pas rester là trop longtemps, je pourrais gêner la circulation. Cela m'étonne, car je n'ai pas vu une seule voiture sur cette portion de route depuis le début de l'après-midi. Quant à m'en aller, je le voudrais bien, certes, mais ça ne dépend pas de moi. Je suis fatigué, et pourvu qu'on me laisse dormir, je suis disposé à accepter n'importe quoi. Je dis oui, je promets tout, et les gendarmes s'en vont. La nuit passe. Je me réveille au premier rayon du soleil avec des courbatures pas possibles. J'inspecte le chargement. Je regarde les caisses. Les mouches noires et les mouches vertes ont désormais de la compagnie. Des insectes plats, adultes, répugnants, aux couleurs vives rouges et noires, venus de nulle part, courent sur les poissons qui ont un aspect de plus en plus terne et pitoyable. Dans les encoignures des caisses de marée, des paquets d'œufs de mouches ont blanchi et ont l'air de s'animer. L'odeur est de plus en plus forte. D'où peuvent venir ces insectes? C'est le mystère. Le téléphone de brousse en usage dans le désert doit fonctionner chez eux. Quelqu'un ou quelque chose a dû battre un rappel, et ils sont arrivés, par les airs ou par le sol, et se sont aussitôt posés sur les poissons, ou se sont infiltrés dans les caisses, qui ne sont plus défendues par la glace, qui a complètement fondu. Certes, ce sera un poids appréciable en moins à transporter, mais la médaille a un revers. Je commence à douter de pouvoir utiliser ma marchandise quand j'arriverai au terme du voyage. Si j'y arrive, et cela d'autant plus que le temps passe,
et que le soleil recommence à chauffer. Un boulanger passe en voiture. Je l'arrête et achète du pain. Il me vend aussi une bouteille de lait. Je défaillais, ça va un peu mieux. Vers 10 heures, Aurore arrive. Elle a pensé à prendre avec elle le garagiste qui lui a procuré la roue de secours. Il m'aide à la monter. À 11 heures, nouveau départ. Cette fois, je peux rouler un peu plus vite et j'ai la sécurité d'être accompagné. Pendant une dizaine de kilomètres, ils me suivent, puis me donnent un coup d'avertisseur pour me prévenir qu'ils vont passer devant, parce que, m'indique-t-il par signe en se pinçant le nez, je commence à savoir ce que ça signifie, l'odeur du poisson mêlée à celle de l'échappement est insoutenable. Ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Ah, pas moi. Je fais sans doute les frais de leur hilarité. Cependant, ils roulent devant, en bon chien de garde, et ne me perdent pas de vue. Cela me tranquillise. Il fait très chaud dehors, et encore davantage dans la cabine. Il fait même anormalement chaud. Et la montée de la température m'inquiète d'autant plus qu'au milieu d'une côte, un mince filet de vapeur sort de dessous le capot, près du radiateur, et le moteur semble serré. Non, c'est pas vrai. Je vais pas couler une bielle, ou griller une soupape, que sais-je. J'arrête, évidemment. Mes anges gardiens qui ont constaté l'arrêt reviennent près de moi. Le garagiste soulève le capot, ausculte le moteur et regarde avec effarement un tuyau d'échappement qui ne devrait pas passer sous le réservoir d'essence, mais il passe tout de même. Il est rouge cerise. Oh, pas le garagiste, le tuyau. Encore un peu de ce régime, et c'était l'explosion. Le diagnostic du garagiste tombe. Si je veux rentrer sain et sauf, et comment, si je le veux? D'abord, il faut laisser refroidir l'ensemble, puis rajouter lentement de l'eau, et rentrer en caressant la pédale de l'accélérateur, au lieu de caresser des rêves de vitesse. Ça, c'est Aurore qui l'avait ajouté. Rouler doucement, tout doucement, si je voulais avoir une petite chance de limiter les dégâts. Et enfin, la prochaine fois, s'il y avait une prochaine fois, vérifier la charge avec davantage de précision et moins de fantaisie. Il m'était fermement recommandé de ne plus jouer au transporteur. En attendant, le temps s'écoule. Il est plus de midi. Le garagiste souhaite rentrer chez lui. Sa famille l'attend. Son déjeuner, je pense, aussi. En ce qui concerne l'eau, il remplit à un ruisseau un récipient trouvé dans le coffre de la voiture et qui fera l'affaire. Aurore, avant de partir, me lança une flèche du parc. Compte tenu de vos difficultés, je crois que de l'eau bénite aurait été plus indiquée. Munissez-vous-en la prochaine fois, à toute fin utile. J'ai envie de répondre qu'il n'y aura pas de prochaine fois, et je n'aime pas trop le mélange de profane et de sacré, mais je baisse le nez. Que pourrais-je répondre? Voici l'heure du goûter. Après 3 heures de route, sans davantage d'anicroche, j'arrive entouré d'un halo de mouches, précédé par la publicité de mes aventures. Émile prévenu m'attendait. Il regarda l'état du chargement, vit les bataillons de mouches qui l'accompagnaient, leur jeu qui s'était transformé en asticot.
Il soupira, me regarda, et eut un geste d'incrédulité, puis bravement, comme à chaque fois, il fit ce qu'il y avait à faire. Il alla prendre sa pelle et me demanda où faire un trou pour enterrer une tonne de poissons avariés, en trop mauvais état pour pouvoir servir d'aliment aux truites, et ce poisson que je paierais le surlendemain, comme je l'avais promis, en espèces, avec les compliments du transporteur. Je rencontre peu mon confrère ingénieur par suite de l'éloignement relatif de nos affaires, mais nous sommes restés en bons termes. Du fait que j'évite de contacter ses propres fournisseurs, je ne suis pas son concurrent à l'achat du poisson pour pisciculture. Cela pourrait lui déplaire. Il nous arrive de nous voir dans des réunions professionnelles auxquelles j'assiste régulièrement et remarque que ses interventions sont très appréciées. Je crois qu'il sait absolument tout sur la truite et m'aperçoit que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir apprendre ce métier à son école. Quand il m'arrive de lui en parler, il me répond « Ah, on ne sait pas grand-chose sur l'élevage de ce poisson. Croyez-moi, j'ai 25 ans de métier et j'apprends encore chaque jour quelque chose de nouveau sur la truite. » Je suis un peu sceptique. Certes, le sujet est vaste. Je crois cependant qu'il exagère, et pourtant, tant que tout allait bien, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question. Mais depuis quelque temps, la santé des truitelles me préoccupe, et pour la première fois, il y a de la mortalité. Alors je me sens moins sûr de moi et me déplace plus volontiers pour rencontrer mon confrère et recueillir ses avis. Je reviens avec des conseils, des méthodes et des remèdes. Il insiste beaucoup sur l'alimentation, sa qualité, les quantités distribuées chaque jour, etc. Et il reste prudent dans ses diagnostics. J'ai beaucoup à apprendre, semble-t-il.